Une théorie en plusieurs pages. Bonjour, c'est Trigor. Aujourd'hui, je vous présente une théorie complotiste de ma création qui permet de comprendre l'évolution de la société, qui permet de comprendre vers où on va. Le point de départ de cette théorie, on va le trouver dans cet article qui nous raconte la tradition de Tionos, la maison construite en une nuit. Donc près du village de Laniseft, au sud-ouest du pays de Galles, se dresse une petite maison en pierre dont la légende raconte qu'elle est une Tionos, une maison construite en une nuit. Je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, c'est cette fameuse tradition médiévale qui disait que quand vous étiez pauvre et que vous n'avez pas de propriété, vous aviez le droit de construire votre maison en une nuit et d'y habiter. Quiconque pouvait construire une habitation sur un terrain commun entre le crépuscule et l'aube pouvait revendiquer le terrain et sa maison. Vous ne possédez rien et du jour au lendemain vous êtes propriétaire d'un terrain et d'une maison. Les variantes de la tradition ajoutaient qu'il devait y avoir un feu allumé dans le foyer dès les premières lueurs du jour et que la fumée devait sortir de la cheminée. Et dans d'autres variantes de la tradition, vous pouviez lancer une hache depuis les quatre coins de la maison pour montrer jusqu'où s'étend votre territoire. Donc ça existait sur une planète dans laquelle on avait encore le droit de devenir propriétaire de manière ex nihilo, c'est-à-dire en partant de rien, vous décidez que c'est à vous et maintenant c'est à vous. Remarquez quand même la condition derrière, c'est que vous pouvez pas dire ce terrain m'appartient, il faut avoir fourni votre force de travail pour bâtir une maison viable pour que les autres gens autour daignent respecter votre propriété. Donc c'est intéressant, la propriété ne peut pas s'acquérir comme ça en claquant des doigts, il faut fournir une preuve de travail pour que les gens puissent trouver ça respectable, pour que cette propriété puisse devenir vraie. Et donc même si ces maisons Tionos n'avaient pas de fondement juridique, c'était dans cette absence de fondement juridique, dans ce flou juridique, que justement ça pouvait se passer. C'est l'absence de loi permet. La présence de loi empêche. Et ça se passait en Grande-Bretagne, mais ça existait aussi dans certaines régions de France. On en voit encore un exemple ici. Alors je ne sais pas si c'est une vraie maison construite en une nuit, si elle n'a pas été retapée depuis, mais on voit que c'est quand même du solide. Dans l'est de la France, par exemple, il était généralement admis que chacun avait le droit de s'approprier une partie du terrain de la commune pour y construire une maison entre le coucher et le lever du soleil. Les plus jeunes des familles pauvres passaient parfois tout l'hiver à préparer les boiseries de leur maison avec leur famille et leurs amis, puis le grand soir, après avoir accumulé les moyens de production, la famille se rassembler sur un terrain vague et fabriquer cette maison en une nuit. Alors ça, c'était dans un monde dans lequel les nouvelles générations étaient accueillies à bras ouverts, un monde dans lequel on leur donnait les moyens de prendre leur place. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible? La réponse est non. Aujourd'hui, il vous faut remplir des formalités administratives, il vous faut de l'argent aussi pour devenir déjà propriétaire d'un terrain, pour construire une maison qui réponde à toutes les normes, donc il s'agit plus simplement d'avoir une cheminée avec de la fumée qui sort. Là maintenant, il y a toute une série de normes, pas sur l'isolation, que ce soit même en termes de décoration. Vous n'avez pas le droit de faire un toit comme vous voulez, vous n'avez pas le droit de faire des fenêtres comme vous voulez. Bref, quelque part, nous avons perdu notre pouvoir de nous approprier quelque chose qui n'a pas de propriétaire. Peut-être parce que tout a déjà été partagé, tout appartient déjà à quelqu'un, que ce soit des privés ou bien l'État. Et quand tout appartient déjà à quelqu'un, quelque part, c'est une gérontocratie qui se met en place. C'est le règne des vieux propriétaires, le règne des vieux politiciens et le règne des vieux de chez BlackRock qui rachètent tout l'immobilier d'un pays. Et le pire, c'est que cette même société qui s'est déjà tout appropriée, elle crée de la dette. Et qui va payer la dette? C'est pas ces vieux, c'est les jeunes qui arrivent et qui eux n'ont pas le moyen d'être propriétaires à partir de rien. Ils doivent déjà payer pour devenir propriétaires et ils vont aussi devoir payer la dette des vieux, ils vont devoir payer la retraite des boomers, ils vont devoir payer les conséquences énergétiques et climatologiques de la société dans laquelle ils sont nés. Et ça ne devrait pas être un problème parce que de toute façon, depuis la nuit des temps, toutes les sociétés fonctionnent sur un principe de dette. Chaque nouveau-né est endetté par ses propres parents ou par sa propre communauté. La dette est le ciment de toutes les sociétés. C'est-à-dire que tes parents t'ont donné la vie, ils t'ont nourri, ils t'ont élevé, et toi en retour, tu leur dois quelque chose, donc tu vas finir aussi par ramener à manger à la maison, tu vas finir aussi par t'occuper de tes parents, tu vas finir par payer ta dette, et tu auras toi-même des enfants qui te devront tout, etc. Donc ça, c'est l'histoire des sociétés primitives. Dans nos sociétés modernes, cette histoire de dette a un petit peu changé. Ce sont des gens qui se sont dit, on va se mettre bien dès maintenant, et ça va être nos petits-enfants qui vont payer l'addition. Et on assiste là à un monde dans lequel les enfants ne s'occupent plus tellement de leurs grands-parents, ils vont dans des maisons de retraite ou ce genre de choses. Peut-être qu'il y a une corrélation avec le fait qu'ils se sont déjà servis quelque part, que la dette générationnelle est déjà payée dans le fait qu'ils se sont déjà servis. Et donc cette dette, elle n'est pas forcément un problème si et seulement si, pour contrebalancer la dette qu'on impose aux nouvelles générations, on leur donne un peu de patrimoine. Bah oui, parce que si on fait des enfants pour les endetter, est-ce qu'on les aime vraiment ou est-ce qu'on est en train de se servir d'eux? La réponse est oui, on se sert d'eux et en même temps on les aime, par conséquent on leur donne du patrimoine. Donc cette dette est toujours contrebalancée par un don de patrimoine. En tout cas dans les sociétés traditionnelles, ces deux aspects-là d'une société sont équilibrés. Les jeunes générations sont très endettées des anciens et en même temps les anciens leur donnent tout. L'apprenti forgeron va reprendre
reprendre l'atelier de forgeron de son maître. Un moine dans un monastère va tout devoir à son monastère, il va tout donner, et en même temps son monastère va tout lui donner, il va en hériter du prestige, de la production, etc. Donc il y a des sociétés dans lesquelles dette et patrimoine sont équilibrés, et il y a des sociétés, la société moderne, dans laquelle il y a beaucoup plus de dettes que de patrimoine. Qu'est-ce qui est donné aux nouvelles générations aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on leur transmet? Si ce n'est cette fameuse obligation de s'endetter pour payer leurs impôts, pour payer la retraite des boomers ou ce genre de choses. D'accord, mais c'est quoi le patrimoine? Pourquoi est-ce que, par exemple, le patrimoine du pays, pourquoi est-ce qu'il est revendu aux Chinois, aux Émirats Arabes ou à BlackRock? Pourquoi le prix des loyers des appartements étudiants ne cesse que d'augmenter depuis 20 ans? J'ai l'impression que la charge qu'on fait peser sur les dernières générations arrivées est de plus en plus lourde, alors qu'on leur donne de moins en moins de patrimoine. Et dans un monde comme ça, on aurait presque envie de se dépêcher de mourir. C'est la fameuse mentalité ah, on n'a qu'une vie, il faut profiter, parce que de toute façon, t'as pas de patrimoine et on va t'endetter. Donc ouais, kiffe ta vie, kiffe ta jeunesse, il y a que ça à faire sur Terre parce que tout le reste, c'est foutu. Et cet état d'esprit de dépêche-toi de mourir, là en ce moment il y a la montée des tensions de la guerre en Ukraine, pareil, il y a ce sous-discours qui dit dépêche-toi de mourir, va faire la guerre, dépêche-toi de mourir, on ne va rien te donner. Et là j'ai une petite pensée pour Brian Johnson qui lui est un mec qui tient le discours inverse, il ne dit pas dépêche-toi de mourir, Brian Johnson c'est le mec qui dit don't die, ne meurs pas. Le nouveau défi de l'humanité qui n'a jamais été relevé, c'est ne pas mourir. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce mec, il est vraiment à contre-courant de toute la merditude du monde, c'est une des personnes les plus respectables que je connaisse. Et qu'est-ce qui se passe quand la société va beaucoup trop loin dans cet déséquilibre entre dette et patrimoine? Arrive ce qui est arrivé par exemple à la Grèce il y a 15 ans je crois, c'est-à-dire une crise économique tellement épouvantable que les étudiantes se prostituaient. Et ça, c'est ce qui est en train d'arriver à la France, c'est ce qui est en train d'arriver à d'autres pays de l'Europe, c'est ce qui est en train d'arriver dans un monde dans lequel la convergence de l'État, des boomers et de BlackRock s'est mis d'accord pour endetter ses propres enfants et ne rien leur donner. Et quand je dis ne rien leur donner, c'est aussi leur interdire de créer de la valeur ex nihilo, c'est-à-dire rembourser la dette et en même temps on vous interdit de créer de la valeur. On vous interdit de créer une maison sur un terrain commun, on vous interdit de créer une entreprise et de vendre tel produit, ou alors on va beaucoup vous taxer. Et donc on voit apparaître de plus en plus une espèce de pression sur les jeunes générations et de plus en plus jeunes qui vont les faire basculer du non-consentement sexuel à du consentement sexuel. Et si on ajoute à ça toutes les éducations sexuelles qui disent à des gamins des choses très bien comme ton corps t'appartient, faut pas que n'importe qui le touche, et en même temps en leur disant ton consentement est roi, on est en train de les envoyer très tôt vers de la prostitution et vers OnlyFans. Et ça c'est ce que j'appelle le stade final de la pédophagie. Qu'est-ce que c'est que la pédophagie? C'est le fait de dévorer ses propres enfants. C'est une société dans laquelle il y a plus de dettes imposées que de patrimoine donné, et plus une société va être comme ça, plus elle va aller vers son stade final, qui est la prostitution des mineurs. Ok? C'est simple, c'est logique. Et le pire, c'est que personne ne semble être responsable de ça. C'est arrivé. Il y a une dette, il faudrait la payer. Il y a des décisions qui sont prises, ça tombe du ciel. Des gamins et des gamines commencent à vendre leur cul sur TikTok ou sur Instagram ou sur OnlyFans et à gagner en 3 jours un mois de salaire des adultes. Et moi, j'avais très envie de croire que le patrimoine, c'est ce qui empêche la prostitution des jeunes. C'était peut-être une croyance patriarcale de ma part. C'est le patriarcat. En tant que bon père de famille, on n'a pas envie que ses enfants finissent dans un réseau de prostitution ou aient à vendre des services sexuels pour survivre. Et c'est pour ça que dans le patriarcat, on trouve la famille traditionnelle avec son patrimoine. Le patrimoine qui signifie littéralement les ressources apportées par le père. Sauf que aujourd'hui, c'est même plus le cas. J'ai vu récemment dans un reportage que même des filles mineures, filles de bourgeois, se laissaient tenter par cette prostitution parce qu'ils gagnaient encore plus que leurs parents. On a commencé à prendre des photos de nous en sous-vêtements, tout ça. Après, on s'est mis sur des annonces. On a mis nos numéros de téléphone. Les gens, ils ont commencé à appeler. Donc, il y a un moment où on se déplaçait. Et après, on a commencé à prendre des chambres d'hôtel. On se dit, on passe à l'hôtel. C'était soit des hommes mariés. En gros, c'était entre 20 et 50 ans. Maximum, ça fait 50 ans. Ça pouvait t'arriver de voir combien de clients chaque jour? Peut-être des fois 5, des fois 10. Ça dépendait des jours. Mais on est au début d'un phénomène dont on a du mal à imaginer qu'il va progresser de façon fulgurante en quelques années. On parlait même aujourd'hui d'un tsunami, d'un raz-de-marée qui touche toutes les catégories sociales, tous les territoires, et avec des jeunes filles de plus en plus jeunes. Et on va au fond du couloir rencontrer Agnès Rostocker, qui est la chef du parquet mineur, et qui nous parle de ces gamines. Et elle nous dit, Claude, je me trouve face à des gamines qui sont extrêmement insolentes, qui me toisent en me disant, mais regardez comme vous êtes habillés, regardez comme moi je suis habillé, je gagne en l'espace de 3 jours ce que vous mettez un mois à gagner. Ils nous disent, mais vous savez que la plus jeune des enfants qu'on a eu devant nous, elle avait 11 ans. Et c'était pas une gamine qui était dans une situation de précarité absolue, c'était des gamines de milieu plutôt bourgeois qui ont une espèce d'aisance financière assez
assez étonnante. Et en même temps, c'est normal quand on voit que leurs influenceuses favoris sont littéralement des putes. Kim Kardashian, c'est une meuf qui s'est fait connaître pour avoir tourné une sextape. Paris Hilton, c'est pareil. Le monde des influenceurs, le monde des stars, est maintenant un monde qui dit aux enfants, si vous aussi vous voulez briller et devenir des stars, il va falloir être sexuellement convoité. Et donc si le patrimoine ne sert même plus à empêcher la prostitution des mineurs, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de rapport direct entre la montée de la pédophagie et la montée de la pédophilie ou de la prostitution des mineurs. Il y a une corrélation entre les deux, mais il n'y a peut-être pas de causalité. C'est comme si la prostitution maintenant devenait un moyen tendance pour obtenir un patrimoine. Ça, c'était le premier aspect de cette théorie. C'est une théorie un peu en nuage. Je vais poser plusieurs points. Point numéro 2. Une société qui crée plus de dettes qu'elle donne de patrimoine est une société dans laquelle chaque génération devient ennemie des autres. Chaque génération devient ennemie de la précédente, des vieux, et de la suivante, des jeunes. Tout le monde essaye de s'arracher un bout de couette. La couette n'est pas assez grande pour tout le monde. Contrairement à une société traditionnelle dans laquelle tout le monde est sous la couette, on est peut-être un peu serré, le flambeau de la valeur est passé de génération en génération. Tout le monde en a bénéficié. Tandis que dans les sociétés pédophagiques, le flambeau de la valeur, en ce moment, est encore dans l'état boomer BlackRock. J'avais vu récemment un article qui montrait que les ventes de viande et de poisson dans les magasins, dans les supermarchés, les hypermarchés, à 60%, c'était des boomers qui les achetaient. Et la question que je me pose, c'est pourquoi dans les sociétés pédophagiques, ils ne transmettent pas le flambeau de la valeur aux nouvelles générations? Et mon hypothèse, c'est qu'ils ne transmettent pas le flambeau de la valeur pour une raison toute bête, c'est qu'ils n'ont rien à transmettre. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent plus rien. Ils ont perdu la capacité à s'approprier et à valoriser un patrimoine. Par exemple, en France, toute propriété privée, en fait, est la propriété privée, mais quand même un peu de l'État aussi. C'est-à-dire que ton patrimoine n'est qu'un patrimoine que dans la mesure où c'est validé par l'État. Et donc, c'est pas ton patrimoine. Parce que c'est pas toi qui décide de la valeur, c'est l'État. Et donc, ça veut dire que les générations précédentes ont perdu le pouvoir hiérophanique. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo des déchets émotionnels. Le pouvoir hiérophanique, c'est le pouvoir d'expertise en réalité. C'est le pouvoir de décider ce qui a de la valeur ou pas. Et si vous n'avez pas le pouvoir de décider ce qui a de la valeur, vous ne pouvez pas vous l'approprier, vous pouvez encore moins la transmettre. En France, où en gros le principe, c'est que pour certains ménages modestes, l'État va non plus vendre un bien immobilier, mais il va vendre le bâti et faire louer le terrain, ce qui fait que le locataire va payer indéfiniment un loyer sur le terrain qu'il occupe. C'est un petit peu déjà le cas dans plusieurs pays dans le monde où en réalité vous ne devenez jamais propriétaire de la terre sur laquelle vous avez acheté ou construit quelque chose. Est-ce que, comme le dit le Forum économique mondial, nous serons heureux de ne plus rien posséder? C'est ce qui est écrit dans leur document Prédiction 2030. Le Great Reset, c'est quelque chose qui est documenté de manière tout à fait officielle. Sur ce site, on peut y lire tous les dialogues autour de la grande réinitialisation. Vous voyez, c'est même en français. Vous trouverez également des pubs. Et vous avez même des célébrités comme DiCaprio qui relaient sur son compte Instagram des communications sur ce sujet. Il y a eu aussi un lancement officiel avec le Prince Charles, avec les PDG de BP, Mastercard, Microsoft. Ce n'est pas du tout un complot ou quelque chose qui serait caché, c'est en fait là en plein jour. Et il y a une citation célèbre de cet auteur américain qui dit que le besoin de sauver l'humanité est bien souvent le masque derrière lequel se cache le besoin de dominer. Et si vous n'avez pas le pouvoir de décider ce qui a de la valeur, vous ne pouvez pas vous l'approprier, vous pouvez encore moins la transmettre. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et ça, c'est pas vraiment assumé. Je pense aussi aux retraites, par exemple. Les boomers ont une retraite dans la mesure où c'est l'État qui assure cette retraite, dans la mesure où c'est l'État qui valorise et s'en occupe. En fait, ils se sont dédouanés de toute la prise de risque. Et la prise de risque, c'est ce qui nous rend adultes. Et donc, si vous vous défaussez de toute la prise de risque, de tout ce qui vous rend adulte, si c'est toujours finalement l'État qui fait l'adulte à votre place, le sous-entendu derrière, c'est que, si le boomer ne valorise que par l'État, que ce soit sa propriété, sa retraite, etc., ça veut dire qu'il n'y a rien qui lui appartient vraiment. Et ça veut dire qu'il doit faire confiance à l'État, ça veut dire qu'il doit vouloir plus d'État, voter pour le candidat qui lui dit « T'inquiète, on s'en occupe pour toi, on s'occupe de ta retraite pour toi, on s'occupe de l'héritage pour toi, on s'occupe du patrimoine pour toi. » Mais ça, quelque part, ça sert à ne pas regarder en face le fait qu'ils sont des esclaves. Dans la vidéo sur les déchets émotionnels, je vous avais dit que si vous perdez votre pouvoir hiérophanique, vous devenez un esclave. Et pour moi, ce qui se passe dans ces sociétés pédophagiques, c'est que les anciens ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient des esclaves, ils n'ont pas voulu le regarder en face, et le seul moyen de ne pas voir en face qu'ils ne possédaient rien, c'était d'endetter encore plus leurs propres enfants. C'était de déposséder encore plus leurs propres enfants.
C'est-à-dire que les esclaves vont pactiser avec le maître pour dire attends, nous on va se mettre bien, on va vous faire plein d'enfants, et c'est ces enfants qui vont être vos esclaves. Et là le maître a dit ouais, bonne idée, viens on fait ça, yes. Et ça répond à une question que je m'étais jamais posée. Ça répond à la question qu'est-ce qui se passe quand des esclaves décident de pactiser avec leur maître? Eh bien ce qui se passe, c'est que ça répond à encore une autre question que je m'étais jamais posée. Attendez, je vous retrouve la question, elle est incroyable. Ça vient d'une citation de Henry Ford qui disait si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Et je me suis toujours demandé, en vrai la plupart des gens sont au courant qu'il y a une douille, mais comment ça se fait du coup qu'il n'y a pas de révolution? En fait Henry Ford a eu tort. Si la population comprend le système bancaire, il y aurait une révolution avant demain, le sous-entendu, c'est que la population elle est courageuse. Et ça me fait penser à un de mes bouquins préférés, La Société contre l'État de Pierre Clastre. Dans ce bouquin, Pierre Clastre nous apprend comment les sociétés primitives, les sociétés traditionnelles, donc celles dans lesquelles la part de dette et de patrimoine était équilibrée, comment ces sociétés-là étaient, littéralement, et c'est le titre du bouquin, des sociétés contre l'État. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui essaye de venir dominer le groupe et devenir le chef, ce mec-là se fait botter le cul en fait. C'était des sociétés avec des rites initiatiques tellement puissants que chaque individu, homme comme femme, était prêt à mourir pour défendre l'honneur de la tribu, pour ne surtout pas que la tribu finisse esclave d'un autre peuple. Il y a l'exemple très connu de Geronimo, ce grand chef de guerre, qui passa les 30 dernières années de sa vie à vouloir faire le chef de la tribu sans jamais y arriver. C'est comme les sociétés de piraterie, c'est des sociétés tellement égalitaires que dès que quelqu'un essaie de faire le chef, on le jette par-dessus bord en fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une société primitive s'est entraînée culturellement à être courageuse envers une oppression esclavagisante. Et c'est pour ça que ces sociétés-là ont disparu non pas dans des rapports de force, en se faisant dominer, elles ont disparu en se faisant convertir religieusement petit à petit. Donc une société traditionnelle est une société qui quelque part porte les couilles de son courage, tandis qu'une société pédophagique se reconnaît à sa lâcheté. Ce sont des sociétés dans lesquelles les gens qui dirigent, les gens qui se font le plus d'argent, sont les gens, comme dirait Nassim Taleb, qui ne sont pas skin in the game, qui ne payent pas le prix de leurs propres actes. Dans notre fausse démocratie, par exemple, les ministres qui sont censés être les serviteurs du peuple sont des intouchables. Ils ne payent jamais les conséquences de leurs actes. Ils n'ont pas de compte à rendre. Si vous avez suivi un peu Étienne Chouard, vous connaissez tout ça. Bon. Et qu'est-ce qui se passe quand la population n'est pas courageuse? Qu'est-ce qui se passe si les esclaves décident de pactiser avec leur maître? La réponse est simple, ils endettent encore plus leurs propres enfants pour se donner des privilèges. Et ça répond à une autre question que je me pose de temps en temps. Je me dis, des fois j'écoute des playlists qui s'appellent I Can't Adult Today. Je peux pas être un adulte aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans ma génération à avoir ce sentiment de putain, je suis pas un adulte aujourd'hui. Et j'ai pas l'impression que c'est un sentiment qui existait au Moyen-Âge ou qui existait peut-être chez nos parents, nos grands-parents. C'est-à-dire que nous, on est la génération la planète va péter, on est la génération, on est en surpopulation sur Terre, il faut plus faire d'enfants, on est la génération, tu pollues la planète avec ton iPhone regardant cette vidéo, on se sent coupable d'exister en ne pouvant pas prendre notre place, et en plus en échouant à rembourser la dette. Moi, il y a plein de jours où je me dis, putain, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir plus endetté la planète que d'avoir créé de patrimoine. Et là, je sens que j'ai échoué en tant qu'adulte. C'est-à-dire que toute cette théorie complotiste que j'ai vient me donner une définition de qu'est-ce que c'est un adulte. C'est quelqu'un qui ne crée pas plus de dettes qu'il crée de patrimoine. C'est quelqu'un qui a plus à donner à ses propres enfants ou aux prochaines générations qu'il a à leur prendre. Là, par exemple, avec la guerre en Ukraine, il y a un plan de l'Union européenne de ponctionnement de 800 000 milliards d'impôts, d'endettement des enfants européens. Ces gens-là sont pas des adultes. Ce sont des pédophages. Mais comme Poutine n'est pas un adulte. Ce sont des gens qui se prennent très au sérieux. Oui. Est-ce qu'ils apportent plus de patrimoine qu'ils créent de dettes envers les prochaines générations? La réponse est non. Donc ce sont des vampires quelque part. Et je leur jette même pas la pierre parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'inverser la balance et d'apporter plus de patrimoine que de dettes. C'est d'autant pas facile quand on est un enfant de la dette à qui on met des bâtons dans les roues pour créer de la valeur tout en disant il faut que tu rembourses la dette. Et donc si on a les trois variantes de cette théorie avec la version pédophagique dans laquelle il y a plus de dettes que de patrimoine, au centre on met la société traditionnelle dans laquelle c'est équilibré ce rapport entre dette et patrimoine, comment est-ce qu'on pourrait nommer une société qui apporte plus de patrimoine que de dette? Attention, la théorie va partir en couille, vous êtes pas prêts. Je crois qu'on pourrait appeler ça une société pédophile. Non pas au sens viol, inceste, pervers, marque du trou, etc. Non, ça c'est pas des gens qui aiment les enfants. Le mot pédophile, étymologiquement, c'est aimer les enfants. Donc déjà, pourquoi ce mot a été inversé pour désigner ceux qui ne les aiment pas au point de les violer? Je comprends pas ce truc-là, et pour autant il y a quand même un rapport. C'est-à-dire que dans les sociétés traditionnelles, c'est souvent des hommes très âgés qui épousent des jeunes filles très jeunes qui ont à peine eu leur puberté.
Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis que c'est ça une société traditionnelle, et ça s'est beaucoup vu en anthropologie, et c'est une manière pour des très jeunes de mettre la main sur un patrimoine. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'on revient vers ça, avec toute la prostitution des mineurs qui explose. La plupart des gens croient que c'est une exception, ils mettent ça sous le tapis. Non, déjà moi quand j'étais étudiant, j'avais des amis qui me faisaient suffisamment confiance pour me dire que c'était prostituées pour payer leurs études, et ça c'était déjà pas entendable par la plupart des gens. Aujourd'hui ça explose, et d'autant plus qu'il y a plein de plateformes maintenant qui permettent de monétiser du contenu sans personne pour l'en empêcher. C'est-à-dire que ce qui était une exception est en train, comme dans la crise économique en Grèce finalement, est en train petit à petit de s'ériger en norme, mais c'est une norme qui est toujours sous le tapis, donc le tapis, on dirait qu'il y a un éléphant en dessous en fait. Et donc même s'il n'y avait pas de causalité entre pédophagie et pédophilie, peut-être que quand une société va trop loin dans la pédophagie, qu'elle crée tellement plus de dettes que de patrimoine, au bout d'un moment les jeunes générations n'ont plus le choix que de venir arracher ce patrimoine avec du sexe. Et le pire avec ça, c'est que l'État boomer BlackRock, ils vont pouvoir faire les innocents. Ils vont pouvoir dire « Ah ben regardez, c'est pas nous ». C'est les enfants qui se sexualisent comme ça, ils ont envie de se vendre, et tout, on leur a donné tous les moyens, l'éducation sexuelle, la technologie, tout ça. Ils vont pouvoir ne pas assumer les conséquences de leurs actes, ils vont pouvoir ne pas assumer le monde qu'ils ont créé, ils ne vont pas en être punis, l'État boomer BlackRock, ils vont vivre et mourir avec leurs privilèges. Pourquoi ? Parce que tout se passe comme si, il y a des choses qui tombent du ciel, les enfants s'hypersexualisent, mais voilà, ça tombe du ciel, on sait pas pourquoi. On va combattre ça en leur offrant des capotes et de l'éducation sexuelle. Non. C'est le pire avec les pédophages, c'est qu'ils font tout pour garder le joker de l'innocence. C'est que endettant leurs enfants et ne donnant pas de patrimoine et du coup poussant des jeunes à de la guerre ou de la prostitution, ils le font tout en gardant le joker de l'innocence, tout en gardant le joker de on a bien fait, on a fait ce qu'on a pu, alors que c'est pas vrai, parce que faire ce qu'on a pu, c'est donner son patrimoine. Et qu'est-ce qui se passe dans une société quand ceux qui vous foutent la pression n'assument pas leur propre violence, font genre qu'ils sont innocents? La génération sur laquelle toute cette pression s'accumule, ça va être sur eux que va se jouer le switch entre non-consentement et consentement, et ça va être eux qui vont être pointés du doigt en mode « Hey, vous êtes pas innocents ». C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de causalité directe entre pédophagie et pédophilie, le fait qu'il n'y ait pas de causalité directe permet aux pédophages de garder leur joker de l'innocence, et le stade final, c'est quand la société va devenir pédophile, mais ça viendra pas des adultes, ça viendra des mineurs. Toutes les cartes sont données aux mineurs pour que eux-mêmes apportent cette révolution pédophile à la société. Et l'État boomer BlackRock, ils se dédouanent de toute responsabilité. Ils ont été dans le camp du bien. Je fais un aparté sur la vision gauche-droite de tout ça, du traitement de l'énergie sexuelle avec les mineurs. À droite, on veut protéger, préserver l'enfant. On veut pas qu'il ait une sexualité précoce. On veut qu'il garde son innocence pour plein de raisons, parce que plus c'est jeune, plus ça a de chances d'être traumatique, plus ça a de chances de faire de toi un dégénéré quelque part. Je dis pas ça au sens péjoratif, mais c'est ce dont la droite a peur. Et c'est pourquoi la droite veut préserver les mineurs au possible du monde de la sexualité. Je dis pas que la droite y arrive, hein. Quand vous regardez ce qui se passe chez les cathos avec les scandales, mais chaque année il y en a. Vraiment, la droite n'est pas bien placée pour donner des leçons de morale sur le sexe. Mais la gauche non plus. Parce que la gauche, elle a une vision où il faut préparer l'enfant à aller dans le monde avec la sexualité, elle va l'inciter à ne pas avoir honte de son corps et de poser ses limites, d'interroger son consentement, ce genre de choses. Ça peut être très pertinent ça aussi. Mais la gauche commet une erreur aussi qui lui est propre, qui est qu'elle se croit innocente, qu'elle se croit dans le camp du bien. Or, quand on parle de sexualité, quand on parle de développement sexuel et du passage à l'adulte, ce dont on parle, c'est justement la perte de son innocence. Avoir une sexualité qui pousse, c'est perdre son innocence. Par conséquent, il n'y a pas d'éducation sexuelle qui soit innocente. Toutes les éducations sexuelles de droite ou de gauche ou que sais-je sont toutes perverses à leur manière, et je trouve ça très étonnant que le mot perversion soit absent de tous ces guides d'éducation sexuelle. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, les pervers que nous sommes, je vous y renvoie. Donc ni la droite ni la gauche n'a de solution miracle à apporter, d'autant qu'on a vu aussi qu'il y a des scandales pédocriminels à gauche. Il y a eu encore une affaire sortie cette semaine, et c'est comme si personne ne voulait assumer en fait. Personne ne veut assumer la perversion de la sexualité, et quand personne ne veut assumer, c'est qui se retrouve à devoir assumer quelque chose? C'est les mineurs eux-mêmes qui vont devoir assumer ce que les adultes ne peuvent pas assumer, c'est-à-dire leur pédophilie. Je dis pas que tout le monde est pédophile, mais il y en a suffisamment dans la société pour que toute la société prenne cette direction-là. Et souvenez-vous que dans une société traditionnelle, c'est souvent un homme très vieux qui épouse une femme très jeune. Je dis pas que c'est un modèle, je dis pas que c'est bien, mais cette société-là, elle fait la transition entre un monde dans lequel on endette les générations suivantes et cet autre monde qui est peut-être une utopie, qui est un monde dans lequel on donnerait plus de patrimoine aux nouvelles générations, qu'on leur bouffe leur énergie vitale. Et cet entre-deux, la société traditionnelle, c'est une société dans laquelle la cruauté des adultes, elle est assumée.
jamais. Les adultes ne sont pas innocents. Ce n'est pas mis sous le tapis. Cette attirance pour les mineurs, elle n'est pas mise sous le tapis. Tandis que la société pédophagique, elle est d'une cruauté qui ne s'assume pas. Conclusion. La prostitution des mineurs va augmenter encore. C'est déjà un éléphant sous le tapis. Il y aura bien un événement au bout d'un moment qui va faire que quelqu'un va soulever le tapis et vous allez voir que ça va être marketé par le capitalisme en mode la révolution des jeunes, la révolution des mineurs, des enfants, etc. Et ça va même être défendu par les jeunes eux-mêmes parce que ça va être le seul moyen pour eux d'arracher un peu de patrimoine aux anciennes générations. She's not 15. She's not even 14. She's actually 13. Danielle has made the decision to create an OnlyFans at only the age of 50. This woman popped up on my feed. But then I looked on Google. She's 15. Social media has really manipulated these young girls to want to have sex appeal and want to be sexy to the point of no return. And really, it is normalizing pedo behavior. Depuis 4 ans, cette jeune fille cartonne sur TikTok, réunissant plus de 3 millions d'abonnés. On la voit danser sensuellement, en tenue sexy, avec des mimiques ultra suggestives. Et si on peut penser qu'il s'agit d'une influenceuse comme toutes les autres, le truc, c'est qu'à la différence des autres, sur ses vidéos, Alabama Barker n'a que 15 ans. Bad Baby est devenue complètement virale en se faisant connaître avec son look provocateur à 14 ans. Scarlett est régulièrement considérée comme l'une des filles les plus hautes de TikTok. À seulement 13 ans, les comptes d'adolescentes de 13, 14, 15 ans ultra sexualisés ont envahi les réseaux. Puisqu'on peut maintenant voir des couples affirmer être mariés et vivre ensemble à seulement 8 et 13 ans et poster des photos dans des positions intimes, des jeunes filles qui mentent sur leur âge, mais aussi une invasion de comptes de mineurs sur des plateformes comme Mime et OnlyFans. Une sexualisation omniprésente des mineurs sur les réseaux, aux conséquences graves, et alerte les spécialistes. €10 000, 53 000 $, 2,4 millions de dollars. C'est les sommes qu'affirment gagner certaines influenceuses par mois. Et avec le mode de vie luxueux qu'elles affichent sur les réseaux, sac Chanel, voiture de luxe et voyage à gogo, on peut paniquer que ça fait rêver. Et le pire, c'est qu'elles n'ont pas dû monter d'énormes boîtes à succès, se taper des années de travail acharné, ni acquérir des compétences exceptionnelles. Non. Selon leur propre dire, elles postent juste des photos d'elles, de chez elles. Et ces plateformes cartonnent. Mime, la version française d'OnlyFans, déclarait récemment cumuler plus de 11 millions d'utilisateurs. Le problème, c'est que cet argent facile ne fait pas rêver que les adultes. À force de voir toutes leurs influenceuses préférées faire la pub de leur OnlyFans sur Instagram, YouTube ou Snapchat, ou même carrément de voir des pubs tourner sur Facebook, une toute nouvelle génération envahit ces plateformes, les mineurs. Même si l'accès est officiellement autorisé uniquement aux plus de 18 ans, il serait en fait assez facile de contourner les restrictions d'âge, au point que la BBC a même découvert des comptes d'enfants allant jusqu'à l'âge de 12 ans. Et le pire, c'est que leur âge serait un atout sur ces sites. Et donc, je sais pas si tout ça a été fait exprès, pensé par des francs-maçons Illuminati, par des sectes pédosatanistes, ce genre de choses. J'ai pas la preuve de ça. Peut-être que c'est simplement une dialectique historique qui fait que la perte de sacré dans une société traditionnelle fait fatalement basculer une société dans son stade pédophagique jusqu'à son stade final, jusqu'à que ce soit les mineurs eux-mêmes qui provoquent la révolution sexuelle. Je veux pas dans cette vidéo incriminer les boomers. Je pense qu'ils ont été naïfs de faire confiance à l'État. Je pense que l'État était une machine qui au début tenait debout et qui progressivement s'est fait dévoyer par tout l'appareil républicain et puis récemment la Macronie qui a eu à cœur de vendre le patrimoine du pays à des puissances étrangères. En bon complotiste, je ne crois pas que ces gens-là soient innocents, je pense qu'ils savent ce qu'ils font un minimum, mais peu importe qu'ils savent ou pas. L'important c'est que ces mecs-là sont dans une logique d'asservissement par toujours plus de dettes, et donc tout ça pose la question, est-ce qu'on peut respecter l'autorité de l'État boomer BlackRock? Peut-on respecter l'autorité d'une société qui n'a pas de patrimoine à transmettre? C'était Trigor, je vous dis à bientôt.